Donc, quand on regarde yoga thérapeutique, maintenant, on s'adresse à quelqu'un qui va peut-être un jour m'appeler et dire « Hey, tu m'as formé, mais là, j'ai une personne qui a un cancer du sein, qu'est-ce que je fais ?» Et comment je vais agir en passant Viparita-Karani les bras dessus la tête, par exemple. Et l'opération des nodules lymphatiques a eu lieu, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que Ouais, j'étire pas? Est-ce que j'adapte? Donc ça, c'est le yoga thérapeutique. Donc, on va prolonger la connaissance en développement de la compréhension et la suite des adaptations. On va aller un peu plus en profondeur. un peu comme un arbre. Il y a du nouveau, mais c'est des branches qui se subdivisent, se déploient, se développent. Ouais, exactement, complètement. Apparaissent de nouvelles. Complètement. Donc, en même temps, il va y avoir un développement aussi inévitable de certaines notions philosophiques par la compréhension du fonctionnement au niveau du mental, de la relation, bien sûr, entre ce mental et l'émotionnel et le corps physique. Et bien évidemment, dans le yoga thérapeutique, ce qui me paraît fondamental, c'est de pouvoir toucher la base des traumas et la base des addictions. Ce qu'on ne peut pas offrir dans un 200 heures, tu comprends? Dans un 200 heures, c'est impossible. Les gens On fait diraient, la mais ça me on fait servira à quoi? on fait nos gammes. Ouais, c'est ça, on fait nos gammes. Puis beaucoup de gens vont dire, oui, mais bon, je veux dire, ça me sert à quoi Après, ils commencent à enseigner, ils se rendent compte que ça leur sert à quelque chose. Tout bon musicien sait très bien qu'il faut faire ses gammes. Et les font Exactement. chaque jour. Tout à fait, tout à fait. Donc après, c'est ça, je pense, la variété et la variation du yoga thérapeutique. C'est d'amener un peu plus de compréhension sur, OK, si tu veux enseigner le yoga, tu sais que tu vas l'enseigner à l'humain. Pas au chat, pas au chien, pas au cheval, l'humain. Et cet humain a multiples variations dans son expression. Et des fois, ça doit être adressé d'une manière particulière pour mieux l'accompagner. Ça, c'est les yoga thérapeutiques. Alors, bonjour. Encore une fois, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Hervé Blondon. Bonjour, Hervé. Bonjour, Jonathan. Dans cette discussion ayurvédique aujourd'hui, nous avions envie de vous parler d'une voie d'étude, un métier pour certains peut-être, une approche qui est assez méconnue, qui a pris le nom de yoga thérapeutique, toujours en lien avec l'Ayurveda parce que l'Ayurveda a besoin de modes d'action pour incarner tous les conseils que l'on peut faire. Puis le yoga a une expertise très particulière au niveau du corps, de la respiration. Donc, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut aller tirer et de thérapie ou beaucoup de bienfaits qu'on peut se procurer à travers ces pratiques. Euh, Qu'est-ce donc que la yoga thérapie? Qu'est-ce donc que le yoga thérapeutique? Comment est-ce que tu abordes la chose? En fait, c'est une question très intéressante et pas facile à répondre parce que vu qu'il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs définitions. Donc, on pourrait parler d'une première partie qui serait yoga thérapeutique, purement posturale. On va faire des postures adaptées. Et dans ce sens-là, on va aller, d'une certaine manière, pacifier certains désordres ou certaines pathologies. Il y a aussi le yoga thérapeutique, on va dire, tiens, on est tous en thérapie. Vivre est une thérapie quelque part. Donc, yoga thérapeutique, c'est d'amener une notion de présence sur les difficultés qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours et d'adresser ces notions-là en yoga pour pouvoir les résoudre. Donc, elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être physiques et elles peuvent être, bien sûr, émotionnelles, ce qui revient un peu au psychologique. Mais toute notion, en fait, c'est le seul problème, à mon avis, c'est que le yoga thérapeutique a été trop peut-être conditionné à être dirigé d'une seule façon, qui a été et qui est peut-être encore dans certains cas uniquement, et c'est pas mauvais, mais pour dire que ça peut pas être juste ça, mais qui était uniquement en yoga traditionnel à propos du corps physique. Donc, quand on regarde yoga thérapeutique, on a un livre yoga thérapeutique, c'est OK, tu as une maladie des yeux, tu as une constipation, tu as ci, tu as ça, qu'est-ce que tu vas faire comme posture? Et souvent, malheureusement, on enlève l'aspect au niveau du mental, on enlève l'aspect au niveau de la pensée, on enlève l'aspect au niveau de la vision, de notre propre projection dans le monde et comment on voit la vie, comment on voit le monde. Et je pense que le yoga thérapeutique, comme en Ayurveda, ça devrait englober ça. Et je sais qu'en Ayurveda, ça fait partie du terme thérapeutique, de dire, OK, oui, mais il y a aussi ici, avant que ça se produise là, qu'est-ce qui s'est passé ici, quelque part. Donc,
Personnellement, dans ma vision de la chose ou mon approche, ça serait lié à la totalité des fonctions, qu'elles soient corporelles, mentales et psycho-émotionnelles, c'est sûr. Ben, souvent, on voit le même enjeu en Ayurveda comme en yoga. C'est dit, mais c'est pas nécessairement pratiqué. C'est-à-dire qu'en Ayurveda, on va parler, on a des belles phrases bien tournées par rapport au corps-esprit. Mais ensuite, bon, ça devient plus un slogan. Est-ce qu'on parle d'un yoga ancien? Ce terme yoga thérapeutique, il vient de où? Et comment situer les gens un peu aussi par rapport au... bon, exemple, est-ce que les enseignements dans le yoga thérapeutique sont différents ou en quoi ils se positionnent par rapport aux formations professorales de yoga que les gens vont suivre ou aux enseignements? Est-ce que tu peux nous situer un peu ça entre l'Orient et l'Occident, entre le passé et le présent, puis ça sort de où le yoga thérapeutique? Est-ce que c'est une pratique ancienne? Est-ce que c'est... Bah, à ma connaissance, je pense que c'est quelque chose qui a été plus ou moins créé par rapport à une réponse ou d'une certaine manière une demande, je devrais dire. Avant qu'il y ait une réponse, il faut qu'il y ait une demande, bien sûr. Donc, par rapport à une demande que des gens qui sont entrés dans le yoga à la base traditionnelle, qui peut être défini comme on va faire des postures et on va suivre un mouvement sans véritablement adapter la chose pour soi. Et quand le yoga thérapeutique est arrivé, je pense à peu près dans les années 80-90 peut-être, on s'est retrouvé à une prise de conscience qui s'est lentement développée ensuite vers les années 2000 sur oui, mais bon, il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui ont des maladies, il y a des personnes avec des handicaps physiques, et on a créé le terme thérapeutique. De mon point de vue, s'il y a un texte traditionnel qui existe, je suis prêt à le découvrir, mais je ne le connais pas. Je ne peux pas dire, OK, il y a un Gheranda Samhita quelque part qui va dire à tel chapitre, ça va être thérapeutique, ou Shiva Samhita, ça n'existe pas. C'est fait ce qu'on te demande de faire et une révélation va apparaître. C'est une perspective moderne sur les pratiques anciennes. Oui, alors je pense que thérapeutique, c'est venu beaucoup plus dans la notion d'adaptabilité. On adapte la posture pour la personne, on adapte par rapport à sa condition, et c'est ce qu'on a fini par appeler thérapeutique. C'est sûr qu'il y a eu aussi, de par Krishnamacharya, dans le Vini Yoga, une approche très thérapeutique, qui a été à l'époque aussi peut-être une première qui a été faite. Et à partir de là, avec son fils Desikachar, mais c'est sûr que l'approche thérapeutique existait surtout en Ayurveda. En Hatha Yoga traditionnel, à part en Vini Yoga, j'ai jamais vu quelques traditions que ça puisse être. Donc, quand le mouvement thérapeutique est apparu, il y a eu cet intérêt de se dire, tiens, je vais faciliter la vie à une personne qui vit un cancer, d'une certaine manière. Et qu'est-ce que je peux faire dans le cours pour l'aider? Et c'est devenu un yoga privé, d'une certaine manière. Voulant dire, on fait des groupes, peut-être, thérapeutiques, on annonce ça, ou, d'une certaine manière, c'est une consultation individuelle. Je pense que là, on arrive un peu à une transformation du yoga thérapeutique où, comme tu disais plus tôt, c'était, on pourrait dire, d'allier le corps et l'esprit. Et je pense que maintenant, le yoga thérapeutique devrait allier la présence et la conscience. Parce que quand on parle du corps et de l'esprit, c'est vrai qu'on ne s'occupe pas de l'esprit ensuite, on s'occupe juste du corps. Bien qu'on le dise. On dit, OK, le yoga, c'est unir le corps et l'esprit. OK, mais allons dans les cours. Faisons un reportage tous les deux, caméra cachée. Allons dans les cours et on verra que c'est juste corps. Il y a très peu de notions esprit. Premièrement, les profs n'ont pas le temps. Deuxièmement, le public le refuse souvent parce que c'est peut-être contraignant par rapport à ce qu'ils peuvent toucher en eux-mêmes au niveau émotionnel. Donc la clientèle n'est pas prête non plus. Et je pense que le yoga thérapeutique maintenant pourrait se définir comme contact avec la présence-conscience. C'est quoi être en présence et c'est quoi être conscient? Je peux être en présence sans être conscient. Mais si je suis conscient, immanquablement, je suis présent. Et de là, je remarque c'est quoi mes affects et qu'est-ce qu'ils ont créé au niveau émotionnel dans mon corps physique. Et de quelle manière peut-être avec le yoga et de certains exercices, quels qu'ils soient, mantra, posture, pranayam, je peux commencer à créer un peu plus d'espace à l'intérieur de moi, mais aussi un peu plus d'amitié envers moi-même et un peu plus de compréhension de ce que je suis en train de vivre. Qui la plupart du temps, en yoga traditionnel, c'est de l'effacer, malheureusement, parce que je vais faire une pratique, ça me fait du bien, je ressors, et je pense que le problème est résolu. Parce que je m'attends à ce que le divin puisse m'aider d'une certaine manière. Et on voit très bien à quel point ça ne fonctionne pas.
Donc j'ai l'impression qu'on arrive un peu dans un cul-de-sac maintenant, où il va falloir qu'il y ait une transformation, peut-être sur le terme yoga ou yoga thérapeutique, pour que l'approche soit beaucoup plus en prise de conscience par rapport à une présence profonde par rapport à soi. Et ça me fait penser à quelqu'un une fois qui disait, un swami disait, en fait le yoga a toujours été thérapeutique, sauf qu'on n'a jamais voulu le voir de cette manière. Ouais. Il y a tout de même des gens, je dois dire, il y a quand même une certaine évolution, j'ai l'impression, dans les formations professorales de yoga où je ne sais pas à quel point on réussit, mais on apporte les aspects de la conscience un peu plus qu'avant. Au départ, c'était un petit peu plus, on essayait d'accomplir chacune des postures. Il y a aussi dans toutes les lignées, comme la lignée des Sikachar, etc. Pour moi, c'est pas l'origine du yoga, c'est l'étape de codification du yoga pour l'apporter. Ça l'a permis son exportation, si on veut, de Ouais, façon ouais. juste et authentique. Donc, ça a une grande importance, mais néanmoins, le yoga tel que je l'ai connu en Inde n'est pas passé par ces lignées-là. Était beaucoup moins codifié. Puis il y a des gens qui ont pris l'encyclopédie, se sont dit, ben, je vais faire de la page 1 à la Tout page à fait. 1000. Je vais être capable d'accomplir chaque page de l'encyclopédie. Euh, Tandis qu'en Inde, on donne une grande priorité à l'évolution de la conscience, puis ensuite les postures deviennent un peu un support. On peut se faire poser la question par un mentor de yoga semi-bedonnant qui va nous dire, ben, toi, c'est quoi tes postures? Puis là, on est, Mm. ben, mes postures, ben, je les fais toutes, en fait. Tu vois, je peux faire le cobra, l'équilibre sur la Ouais. tête. Mm. Donc, toi, est-ce que tu as connu ces deux versions-là du yoga, en quelque part, dans tes pérégrinations en Asie? Bah, essentiellement au Népal, je dirais. C'est sûr qu'il y avait toujours cette approche où la posture est là pour créer cette rencontre avec soi-même sans se poser de questions. Et en même temps, j'ai eu la chance de tomber sur un mentor qui était, à mon avis, assez pointu, donc, et assez exceptionnel là-dessus. C'est qu'il avait une forte conscience de la psychologie humaine. Et en même temps, la posture, pour lui, était pour révéler ce qui n'avait pas été touché. Donc, ce que j'ai surtout rencontré, ce qui était très transformateur pour moi, c'était de venir de Montréal avec un yoga qui débutait à s'installer. Il n'y avait pas autant d'écoles qu'il y a maintenant. Et qui était véritablement, on fait partie d'une tradition, on appartient à cette tradition, on va suivre le mouvement de la tradition, on suit le mouvement des enchaînements posturaux, on ne se pose pas trop de questions. Donc d'une certaine manière, on va vivre peut-être quelque chose. Mais ce qu'on veut vivre, c'est la meilleure partie de soi. Et quand j'ai trouvé mon mentor au Népal, pour lui, c'était d'abord vivre la partie la moins plaisante de soi. Donc à chaque fois, je lui disais, il me posait ces questions. Ok, quelles sont tes postures? Je disais, ok, j'aime faire ceci, j'aime faire cela. Il me dit, ok, on va commencer à faire celles que tu n'aimes pas alors. Et là, on va commencer à aller quelque part. Mhm. Et moi, j'étais comme, bah non, parce que justement, j'ai du mal à les faire. Oui, mais justement, ça, c'est le vide que tu es en train de créer en toi, de ne jamais les toucher. Et ce vide, tu vas l'agrandir de plus en plus. Et tu ressentiras que ce vide va prendre trop de place. Et c'est là où on a commencé à travailler lentement vers ce que je ne pouvais pas ou ce que je n'aimais pas, entre guillemets, d'une certaine façon. Et ça a été d'une manière très souple et très douce. Il y avait rien de forcé, il y avait rien de. Mais ça m'a tout de suite remis sur cette question, en fait, tiens, est-ce qu'on connaît vraiment le yoga pour ce que c'est? Et ensuite, de me rendre compte que dans la lecture des Upanishads, c'est exactement ça qui est décrit. C'est la confrontation de soi avec soi-même qui doit disparaître pour l'ouverture envers soi et la compréhension des affects qui nous empêchent de pouvoir toucher à ce qu'on pourrait appeler le divin au centre de soi, qui, à mon avis, si on veut remplacer le divin par autre chose, on pourrait dire la profonde tranquillité qui a toujours été là, mais dont on s'est séparé. Si je comprends bien, les postures, c'est pas seulement de dire bon, j'ai tel tendon qui est un peu raide et je vais travailler cette posture puisque c'est ma faiblesse. Je vais travailler ce tendon, puis ensuite ça va ouvrir bon, certaines limites, ça va dégager certaines limitations.
Mais c'est aussi, j'imagine que parfois c'est en parallèle, l'un va avec l'autre, mais c'est aussi d'aller réveiller des qualités à l'intérieur de soi ou des manques ou des travers. Puis en plongeant dans la posture, ça vient réveiller Oui. ça vient toucher des attitudes, c'est un peu ça que j'entends. Oui, puis tu sais, dans ton exemple du tendon, c'est un bon exemple parce que, ok, j'ai une inflammation du tendon, disons, euh, quel qu'il soit, peu importe. On va pas dire où il est localisé, c'est pas ce qui est le plus important. Un tendon dans notre corps est enflammé. Ok, donc je vais faire un travail yoga thérapeutique pour relâcher ce tendon, enlever l'inflammation. Et en même temps, si je fais pas un travail de pourquoi est-ce qu'il s'est enflammé et à quel moment, qu'est-ce que j'étais en train de vivre au moment où il s'est enflammé, j'aurais pas de rencontre avec moi-même. J'aurais juste la rencontre avec le fait que je veux me débarrasser d'un problème. Et ce problème, j'ai l'impression qu'il est étranger à moi-même. Alors qu'il est parfaitement en moi. Ouais, C'est c'est indéniable. le tendon récalcitrant qui, C'est le tendon récalcitrant, tu sais. Si je pouvais enlever le tendon, ça serait résolu. Donc, dans l'approche thérapeutique, à mon avis, telle que je le propose, ça serait de se dire, OK, premièrement, qu'est-ce que ça me fait vivre, cette inflammation? Est-ce que je me sens diminué? Est-ce que je me sens handicapé? Est-ce que je me sens nul? Est-ce que je me sens violent envers moi-même? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, mais qu'est-ce que ça me fait vivre en fait? Donc, au fur et à mesure qu'on travaille la posture pour relâcher le tendon, en même temps, je devrais réaliser où est-ce que ça me place dans ce contact, dans cette présence avec moi-même, pour que ça m'apporte conscience. Et c'est pour ça que plutôt je disais, à mon avis thérapeutique maintenant devrait aller vers présence et conscience plutôt que d'amener, ou yoga en général, corps et esprit. Esprit est trop loin de nous en fait. Même cette semaine, quelqu'un me posait une question sur l'âme et je lui disais, regarde, je ne peux pas te répondre avec le mot âme, c'est trop loin de moi. Je ne peux pas dire j'ai rencontré mon âme, ou je peux te dire où est-ce qu'elle est et quelle forme elle a. Remplaçons âme par moi, M-O-I, moi. Donc si tu me poses la question, quel est ton rapport avec ton moi intérieur? Pour moi, c'est plus facile à répondre qu'avec mon âme. Ouais. Donc je pense qu'il y a une simplification qui devrait être faite aussi sur certains termes, des fois, surtout en spiritualité, où des fois, on donne des notions qui peuvent être très vraies, mais parce qu'on ne peut pas y toucher, elles deviennent des concepts. Et quand une chose devient un concept, on est dans le vide. On est vraiment dans le vide. On peut dire n'importe quoi, on peut vivre n'importe quoi et on ne sait pas quoi valider en fait. Si je dis mon âme est heureuse, comment je peux le valider? Si je dis mon moi est heureux, je peux le valider. De quelle manière? Je peux dire mon corps est pétillant, je sens une bonne humeur dans mon ventre, c'est mon moi. Mais si je dis mon âme est heureuse, où est-ce que je m'en vais pour le dire? Pour prouver qu'elle est heureuse? Comment je vais sentir? Légèreté? Ok. Mais ça, c'est physique à nouveau. C'est une notion qui est... bon, je me risque à citer le Coran parce que c'est pas un livre qui est très populaire, mais il y a quand même un concept intéressant. Il rappelle toujours n'ajoute pas. N'ajoute pas à la réalité, n'ajoute pas à Dieu, n'ajoute pas à Ouais, ce qui est. Il parle des ajouteurs, que les gens qui en ouais, rajoutent toujours un peu plus. Je trouve ce concept ouais. intéressant, nonobstant d'autres. Mais moi, je croyais que le yoga thérapeutique, et peut-être que c'est encore vrai, puis peut-être que c'est là où tu amènes le yoga thérapeutique, mais je crois que le yoga thérapeutique était d'abord et avant tout, mais pas que, une approche un peu comme on conçoit la physiothérapie. C'est-à-dire, on fait des postures de yoga, c'est bon pour la santé, mais oups, on a quelqu'un qui a une limitation, une difformité, et là, on doit adapter la pratique du yoga Tout à fait. soudainement. Donc, Ouais. est-ce que le yoga thérapeutique est parti de ça? Ça vient d'où d'ailleurs le yoga thérapeutique? Est-ce qu'on le sait? Je suis pas sûr. Il y a différentes tendances, il y a différentes voies. Comme je disais, il y a ce que Krishnamacharya a fait avec le Vini Yoga, qui était purement yoga Ayurveda. Il y a eu BKS Iyengar, qui était un des premiers à vraiment mettre l'emphase sur l'adaptation, l'accessoire, aider la personne. Donc, on peut dire que c'est un yoga thérapeutique parce qu'il a aidé énormément de gens, quoi qu'on puisse penser du personnage ou de la tradition. Mais c'est une personne qui a aidé, c'est un maître qui a aidé énormément de gens, même handicapés, même trisomiques, peu importe. Donc, il n'a jamais eu de limite. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler yoga thérapeutique. Il n'y a aucune limite, en fait. Et on pourrait dire, par exemple, le maître quand j'étais jeune, m'avait donné un petit peu une direction. Il me disait, lorsque tu ouvres la porte de ton école de yoga, ne refuse personne, ni par l'âge, ni par la condition.
de santé, ni par la croyance ou la religion. Ne refuse personne. Donc ça pourrait être le début du yoga thérapeutique. Voulant dire ça fait du bien à tout le monde est inclus, même ceux qui ont des difficultés, et ces difficultés sont adaptées avec des accessoires, parce qu'on va faire des variations posturales, pendant que les autres dans la même salle, au même moment, vont faire les postures peut-être sans accessoires. Tout comme ça peut être la capsule dans laquelle on va dire, tiens, on va s'adresser juste aux maux de bas du dos, et ça devient une session de yoga thérapeutique, parce que on entre dans une thérapie pour enlever les maux de bas du dos. Donc, à partir de là, il y a plusieurs... Yoga thérapeutique est très large, en fait. Très Donc, large. en fait, un bon professeur de yoga fait forcément du yoga thérapeutique, même s'il n'a pas suivi une formation en yoga thérapeutique. La personne qui fait du bon yoga, elle sait l'adapter le Tout à plus fait. possible à chaque individu. En fait, pour bien comprendre le yoga thérapeutique, on pourrait dire qu'est-ce qui n'est pas thérapeutique? Qu'est-ce qui serait anti-yoga thérapeutique? Qu'est-ce qui serait l'inverse? Bah, ça serait quelqu'un qui enseigne le yoga sans s'intéresser à ses élèves, sans les regarder véritablement, en faisant ces postures que tout le monde devrait suivre sans se poser de questions. Et à partir de là, il n'y aurait aucune possibilité d'échanger sur comment je me suis senti et pourquoi j'ai pleuré pendant que j'ai fait un shavasana et qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand je suis revenu à la maison ou durant le cours. Donc, on pourrait dire que ce serait une forme de yoga non thérapeutique qui existe et qui existait, même en Inde. Je me rappelle très bien d'un cours de yoga sans nommer l'enseignant qui était assez connu à l'époque. Et puis c'était Eka, Dva, Tri, Chetri, Eka, Dva, Tri, Chetri. Et les gens devaient faire l'enchaînement juste sur le compte. Juste sur le compte. Juste sur le compte. Et il n'y avait aucune question sur qu'est-ce qui se passe dans ton genou, comment ça va. Et d'une certaine manière, le yoga traditionnel était ça. Et quand les gens disaient, oh, j'ai mal au genou, maître, il disait, ok, c'est pas grave, continue, ça passera. Donc ça, c'est anti-thérapeutique d'une certaine manière. Traditionnel dans le sens de classique ou comme de très large public. Là, Oui, et quand je dis antithérapeutique, c'est pas un jugement. Je veux juste dire, pour bien comprendre le terme thérapeutique, il faut aller à ce qui ne donnerait pas cette définition du thérapeutique. Et je dis pas que la technique traditionnelle n'est pas bonne, je dis pas que ça sert pas à certains moments, mais je fais la différence entre ce qui serait thérapeutique et non thérapeutique. Ouais. Maintenant, on pourrait, si on s'amuse à être très humaniste, dire que n'importe quelle approche peut être thérapeutique sans être annoncée comme étant thérapeutique, du moment qu'elle fait du bien à la personne et qu'elle la remet au centre d'elle-même. Donc, c'est pas un cours particulier, c'est une présence. Maintenant, il y a un nom, yoga thérapeutique. Il y a des formations yoga thérapeutique. Donc là, il faut savoir qu'on s'adresse à un syllabus particulier par rapport à une intention particulière qui est immanquablement la présence envers l'individu. C'est quoi ses besoins et comment je peux y répondre pour que cette personne puisse en guérir si elle a des affects. Et je me permets de revenir sur le terme traditionnel. Moi, je préférais... J'ai l'impression que ici, tu le mentionnes plus dans le sens de classique. Mais classique dans le sens de conventionnel. Parce que, en fait, la vraie tradition du yoga, c'est pas d'avoir 2000 personnes qui 1, 2, 3, 4, comme si c'était l'armée. C'est ça la tradition. Mais à un certain point, la tradition a été encapsulée dans la technique, comme tu as abordé en profondeur dans notre première discussion ayurvédique. Tout à fait. Et là, c'est ça qu'on a associé comme une fenêtre qui nous donne un regard vers ce qui était traditionnel, mais là, ça a été passé à travers une moulinette de technique. C'est devenu une encyclopédie. Est-ce que lorsqu'on suit une formation de yoga thérapeutique, est-ce qu'on apprend des nouvelles notions ou est-ce que c'est, en fin de compte, un approfondissement des notions qui sont présentes dans la plupart des formations de professoral de yoga dignes de ce nom? Ça, c'est la question. C'est le point central de notre rencontre, peut-être à un certain point. C'est une très bonne question. Parce que, premièrement, la réponse est ça dépend quelle a été la base de notre formation professorale. Oui, j'ai dit digne de ce nom. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Moi, j'ai encore des gens qui me contactent en me disant « Oh, j'ai vu ta formation, shoot, peut-être je vais devoir refaire mon 200 heures parce que dans le 200 heures que j'ai fait, il n'y avait pas de yamas ni yamas, il n'y avait pas de guna, il n'y avait pas de kosha, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. » Donc, ça dépend. C'est quoi notre formation de base? OK. Si tu permets, je vais rétrécir ma question à, par exemple, dans ta formation professorale de yoga, évidemment, il faudrait... Puis j'adore, le « ça dépend », c'est
si vous entendez quelqu'un dire ça dépend, c'est une belle phrase pour détecter les spécialistes. Les spécialistes disent toujours ça dépend. Un réparateur de sécheuse, un électricien, Un plombier. quelqu'un qui est certain de tout n'est pas un spécialiste. Oui, le plombier, on lui dit hey, j'ai ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça dépend. Ça dépend. Laisse-moi venir voir. Ouais. Mais bon. Donc, si on prend, par exemple, dans ta formation professorale de yoga, qui, on l'espère, contient ce que tout ce que tu veux, tout ce que tu aimerais apporter, est-ce que tu ajoutes quelque chose, des concepts différents, des enseignements différents, ou si c'est justement un approfondissement, encore une fois? C'est un mélange des deux, en fait. Je te dirais, la formation de 200 heures que je donne depuis 2004 maintenant, donc elle a fait ses preuves d'une certaine manière. Il y a toujours ces notions de base qui, pour moi, font partie de ce que j'appelle le yoga traditionnel, voulant dire on est éduqué sur la totalité du corpus, bien qu'on va passer plus de temps au niveau postural, pour des raisons très évidentes, que le corps ne peut pas avancer aussi vite que le mental. Bien que ça reste à prouver. Des fois, ça peut être l'inverse, bien sûr. Mais je dirais, dans une formation thérapeutique, dans mon cas, ça serait premièrement le développement et l'approfondissement de sujets qu'on a déjà touchés, et en même temps la révélation de nouvelles directions, nouveaux enseignements, nouvelles techniques, nouvelles possibilités. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'un 200 heures remplit la condition à ce qu'une personne puisse professionnellement, étant certifiée professionnellement, reconnue, puisse enseigner un cours tout à fait de base de yoga, sans répondre à des besoins particuliers, bien que dans le 200 heures, on touche quand même certaines adaptations, certaines modifications posturales. Donc, quand on regarde yoga thérapeutique, maintenant, on s'adresse à quelqu'un qui va peut-être un jour m'appeler et dire hey, tu m'as formé, mais là, j'ai une personne qui a un cancer du sein, qu'est-ce que je fais? Et comment je vais agir en passant Viparita Karani, les bras dessus la tête, par exemple? Et l'opération des nodules lymphatiques a eu lieu, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'étire pas? Est-ce que j'adapte? Donc ça, c'est le yoga thérapeutique. Donc, on va prolonger la connaissance en développement de la compréhension et la suite des adaptations. On va aller un peu plus en profondeur. Un peu comme un arbre, il y a du nouveau, mais c'est des branches qui se subdivisent, se déploient, se développent. Ouais, exactement, complètement. De nouvelles, Complètement. Donc, en même temps, il va y avoir un développement aussi inévitable de certaines notions philosophiques par la compréhension du fonctionnement au niveau du mental, de la relation, bien sûr, entre ce mental et l'émotionnel et le corps physique. Et bien évidemment, dans le yoga thérapeutique, ce qui me paraît fondamental, c'est de pouvoir toucher la base des traumas et la base des addictions. Ce qu'on ne peut pas offrir dans un 200 heures, tu comprends? Dans un 200 heures, c'est impossible. Les gens diraient, mais ça me servira à quoi? On fait nos gammes. Ouais, c'est ça, on fait nos gammes. Puis beaucoup de gens vont dire, oui, mais bon, je veux dire, ça me sert à quoi? Après, ils commencent à enseigner, ils se rendent compte que ça leur sert à quelque chose. Tout bon musicien sait très bien qu'il faut faire ses gammes. Et les font Exactement. chaque jour. Tout à fait, tout à fait. Donc après, c'est ça, je pense, la variété et la variation du yoga thérapeutique. C'est d'amener un peu plus de compréhension sur, OK, si tu veux enseigner le yoga, tu sais que tu vas l'enseigner à l'humain. Pas au chat, pas au chien, pas au cheval, l'humain. Et cet humain a multiples variations dans son expression. Et des fois, ça doit être adressé d'une manière particulière pour mieux l'accompagner. Ça, c'est le yoga thérapeutique. C'est très intéressant. Puis, donc, c'est à la fois un approfondissement. Oui, ça va plus loin. Oui, on découvre des nouvelles dimensions. Et de ce que je comprends de ta réponse, c'est toute personne qui pratique le yoga. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui font la formation professorale, on va se le dire, pas pour enseigner le yoga. Ils le font pour se dire, ils le voient comme pour utiliser le mot anglais, benchmark, comme un objectif, comme un seuil. Ouais. Ils se disent, bon, ben, je vais commencer par ce seuil, puis ça va m'apporter... c'est une façon d'avoir une démarche sérieuse, puis je trouve que c'est bien avisé, c'est-à-dire que tant qu'à faire une pratique un peu dilettante, aussi bien approfondir un minimum. Donc, même ces personnes-là pourraient, parce qu'on va aborder tout de suite après la question du cadre de métier, parce que beaucoup de gens aujourd'hui
bon, il y a les gens qui... Je suis en train de parler des gens qui ont une passion pour eux-mêmes, pour l'être, pour la chose en soi, qui vont Bien pas sûr. nécessairement faire un métier, et c'est très louable. Ouais. Euh, et il y a aussi des gens qui vont vouloir en faire un métier, mais j'ai l'impression que, en fait, c'est simplement on peut s'y plonger si on aime le yoga, si on aime ce que ça fait à notre vie. On va trouver ça tout aussi passionnant, puis on n'a toujours pas besoin d'en faire un métier pour aller aussi loin que ça. Exactement. Tout à fait. Et je recommande que ça soit même une personne qui veut en faire un métier devrait en premier venir dans l'intérêt de le faire pour elle-même. OK. Un peu comme si on disait, on apprend l'alimentation, on apprend à se Mm. nourrir, puis on apprend l'alimentation thérapeutique. On apprend Ouais. à adapter. Bon, il y a les bases de comment bien s'alimenter dans toutes les Mm. conditions, sans parler de notre âge, de notre état physique, de Pierre, Jean ou Jacques. Et ensuite, on apprend ensuite, parce qu'on maîtrise un peu mieux l'alimentation, on se dit, ah, OK, mais là, quand il se passe ça, il faut faire telle chose. OK, à la ménopause, on mange un peu plus de protéines. Oui, OK. c'est ça, exactement. Tout à fait. Mm. OK. C'est Et je très pense que important. c'est important parce que on peut pas être spécialiste d'une chose si on n'est pas spécialiste de soi. Ouais. C'est une impossibilité totale. Je veux dire, quand on étudie, par exemple, la psychothérapie ou autre, c'est évident qu'on est en processus. Très bel exemple. Et on doit être avec un psychothérapeute ou un psychologue qui doit nous suivre durant nos études en psychothérapie, par exemple. C'est la même chose. Je veux dire, on peut pas. C'est impossible de formuler une chose si on n'est pas dans la compréhension de celle-ci par sa propre expérience. Très bon exemple que les gens connaissent, puis les plus, ben, je ne veux pas les catégoriser, mais les plus sérieux, entre guillemets, les psychanalystes, eux, sont obligés de faire une psychanalyse, si je Bien ne sûr, tout à fais pas fait. erreur, parce que, bon, les psychologues ont le choix, Ouais. mais on les encourage fortement. Mhm. Ouais, c'est un bon exemple que les gens Mhm. peuvent se... Et, et, et tu le sais, Jonathan, par rapport à l'Ayurveda aussi et par rapport à ce que tu fais, Oui, il faut jamais oublier que le yoga, c'est pas une question de... Comment je pourrais formuler ça, en fait, pour que ça soit bien compris? Le yoga n'a jamais été autre chose que de travailler avec l'humain. hmm, Et quand on travaille avec l'humain, on doit comprendre et connaître l'humain. Peut-être même encore plus que la posture. ouais. Et malheureusement, en yoga, des fois, et je sais qu'il y a ceci sans dire qu'il y a d'excellents professeurs qui comprennent très bien ça aussi, mais malheureusement, il existe encore des cas où les gens connaissent trop bien les postures sans connaître l'humain. Ouais. Et certains même, j'ai entendu dire, n'étaient pas intéressés à connaître l'humain. Ce qui est assez choquant, en fait. Ouais, l'humain est un obstacle. L'humain est un obstacle. Donc, on le sait que même dans notre cursus d'apprentissage, lorsqu'on était au collège ou à l'université, on a rencontré des profs qui n'étaient pas du tout intéressés aux étudiants, Hmm, ou même à l'adolescent, ou même à l'enfant. mhm. Des professeurs adultes qui n'étaient pas intéressés aux enfants ou aux adolescents ou aux jeunes adultes. Alors pourquoi est-ce qu'ils étaient profs face à ces jeunes adultes s'ils n'étaient pas intéressés? Ils étaient juste intéressés à la matière qu'ils allaient donner, ce qui est une grave erreur. Parce que si je veux transmettre, je veux être intéressé à qui je transmets. Ouais, c'est l'outil. On C'est, confond c'est... l'outil avec le but de l'outil. Exactement. C'est Et, très et, on, concret. et on le sait que traditionnellement, les maîtres choisissaient leurs étudiants, donc ils Hmm, reconnaissaient quelqu'un dans lequel ils étaient intéressés à hmm, enseigner. c'est vrai. Et C'est dès comme que ça. ça disparaît, ouais, on perd une qualité. C'est vrai, ça. Mm. Puis moi, je vois aussi ce blind spot-là, cette espèce d'ablation de l'aspect de l'humain, le spirituel en Ayurveda. Moi, je travaille beaucoup avec les Avaroda, les schémas d'adaptation de l'humain. Mm. Et ensuite, ça se traduit, ça vient affecter le Vikriti, ça vient recouvrir le Prakriti. Mm. Parce que notre nature véritable ne nous semblait pas appropriée ou Ouais. insuffisante pour pallier aux difficultés. On a rajouté une couche de Vata, de Pitta, de Kapha pour mieux faire face à nos défis dès Mm. l'enfance. Ouais. Et ensuite, ça devient, comme le disait si bien, dans une autre discussion ayurvédique, Jeanne Daou, on parlait de cet arbre qui a poussé. Elle mentionne, j'adore cette allégorie de l'arbre qui a poussé sous la galerie, puis on a enlevé la galerie ensuite. Donc, au début de notre vie, on a pris un travers, on a poussé un peu croche. C'était essentiel. Il fallait faire ça pour Mm. pousser. Ouais. Mais une fois qu'on est adulte, ces limitations-là ne sont plus présentes, sauf que la forme a été prise.
Ouais. Et ensuite, on peut se redresser doucement, revenir là-dessus. Ça demande une approche justement un peu plus personnalisée, une compréhension aussi du pourquoi est-ce qu'on est devenu un peu croche. Ouais, exactement, tout à fait. Très bon exemple, ouais, tout à fait. Ouais, Ouais. c'est très intéressant, ça donne envie. Ouais, ouais, ouais. Et tu sais, par rapport à l'exemple que tu viens de donner, on peut l'exprimer aussi sous une autre forme. Les gens ne se rendent pas compte souvent parce qu'on n'est pas éduqué à ça, mais ce que tu viens d'exprimer, qui est tout à fait juste sur on rajoute ces couches-là, un peu plus de vata, un peu plus de kapha, un peu plus de pitta, un peu plus de... C'est ce qu'on appelle le développement de la personnalité. Hmm. Et on sait que tout développement de la personnalité est toujours en conséquence de ce qu'on veut rééquilibrer dans un déséquilibre. Voulant dire, la personnalité est l'expression d'un affect et non pas l'expression de notre profonde nature. La même chose pour notre caractère. Et en yoga thérapeutique, normalement, on adresse ça au bout d'un moment. Faire découvrir que la personnalité est une illusion, le caractère est une illusion. Pas dans le sens de illusion, tout est illusion, dans le sens que volontairement, on a choisi ces caractéristiques pour se prouver quelque chose, par peur de ne pas arriver à quelque chose, ou pour se protéger de quelque chose, par peur de retoucher à quelque chose qui était douloureux. Donc, c'est exactement ce que tu expliques en Ayurveda et qu'on retrouve exactement en psychothérapie, par exemple, en compréhension thérapeutique. Exactement la même chose. Donc, quand on parle de yoga thérapeutique, c'est sûr qu'on peut aussi conclure ou dire c'est toujours aller un petit peu plus loin que ce que le yoga à la base a pu nous faire toucher. Et le yoga thérapeutique, c'est maintenant y amener la compréhension de ce qui a été touché pour pouvoir développer à l'intérieur et créer une forme de guérison par la compréhension et la conscience. Et c'est là que le yoga et l'ayurveda font une belle danse parce que Mm. elle n'est pas toujours exploitée, je dois dire, mais la qualité que je préfère à l'ayurveda, c'est l'adaptabilité. Exactement. C'est de partir des principes universels, puis ensuite de voir lesquels doivent être appliqués et comment et Ouais. quand à qui. Ouais. Et là, c'est là où... puis on peut voir la même chose avec l'ayurveda, ça peut être une orthodoxie, fais Ouais. ceci, fais cela, la longue liste de il faut. Mhm. Ça devient absolument... bon, seules les personnes qui ont des vies parfaites et on parle de la dinacharya, les gens ils se disent, ben, est-ce qu'il faut que je fasse tout ça? Ben, il faut savoir que la dinacharya en Ayurveda est développée pour des gens qui vivent essentiellement dans la rue, sur des marches de temple. Ils n'ont Ouais. rien à faire de leur journée excepté faire du yoga et de l'Ayurveda du matin au soir. Mhm. Euh, on veut tendre vers cela. Si des gens, il y a très peu de gens dans ma clientèle, il y en a qui ont réussi à cadrer leur travail, à cadrer leur méthode de survie de façon à ce que le plus clair de leur temps peut être consacré à prendre soin d'eux-mêmes. Béni soit-il. Mhm. Toutes sortes de gens, la plupart d'entre nous, moi y compris, je suis en chemin vers cette condition. Ouais. Euh, et j'y fais des détours parfois pour développer mon apport à la société. Mais sinon ça devient lourd, ça devient... C'est extrêmement lourd. Ouais. il faut prendre de ça l'essence, puis aller voir qu'est-ce qui s'applique à nous, qu'est-ce qui est juste dans le moment, dans les conditions. Mhm. Et parfois, éviter de faire du mal aussi, comme tu mentionnais, la femme qui a une opération pour le cancer du sein, on ne veut pas que sa plaie elle ouvre à nouveau si elle fait un Ah, étirement. c'est sûr, exactement. Ouais. Donc tout ça, c'est Mhm. fort intéressant, puis ça donne vraiment envie d'aller pousser la découverte du yoga jusque-là. Finalement, ça Mhm. complète le début du chemin, ben, ça complète, ça fait la suite. Ça fait la J'imagine suite, en fait. que Ouais. 200 heures, c'est court. Ouais. Ouais, ouais. Bah, je pense que c'est inévitable, tu sais. On peut pas refuser la suite d'une certaine manière. Hmm. Sauf si on n'est pas prêt, parce qu'on n'a pas le temps pour l'apprentissage, ou peut-être qu'on a besoin de digérer le premier 200 heures, ce qui est tout à fait correct. Mais je pense que la suite est inévitable, en fait. Parce que dès qu'on rentre véritablement en yoga, comme tu es rentré en Ayurveda, comme dans tout ce qu'on fait, il y a toujours cet élément de passion qui est là, extrêmement nourricier. Et dès qu'on commence à se nourrir d'une chose, on veut comprendre pourquoi ça nous nourrit aussi bien. Hmm. Et en même temps, on a envie de développer cette compréhension. On a envie de même aller un peu plus en profondeur dans le développement peut-être d'autres directions, mais aussi d'autres formules, tu sais. Et je pense que c'est inévitable, en fait. Si on est sincère
complètement sincère avec ça, on ne peut pas refuser la suite. C'est inévitable. Ouais. Puis ça nous amène à parler du métier potentiel de yoga thérapeute, du cadre professionnel qu'on peut développer avec ça. Puis en même temps, pour faire un pont vers ce sujet, je pressens un potentiel énorme. En fait, je rencontre souvent des gens qui veulent la suite, justement, et qui n'ont pas encore, en fait, vu les ouvertures pour la suite, qui veulent pousser plus loin, qui se disent, bon, ben, je suis rendu à tel point en yoga, mais encore. Et je trouve que c'est un très bel appétit. C'est un appel qui mérite réponse. Et je vois une rencontre qui n'est pas encore effectuée entre toutes ces personnes qui ont développé leur amour à leur pratique du yoga et qui développent le yoga thérapeutique sans même y donner un nom ou sans même avoir eu des enseignements, mais qui le font par exploration de la vie. Tout à fait. Donc, je pense que dans le futur, il va y avoir toute une génération de yogis qui vont faire cette prochaine étape. Et c'est dans l'ordre des choses, c'est normal. C'est tout à fait... il faut commencer quelque part. C'est tout de même assez jeune en Occident. Il y a une maturation qui se produit. Au début, il y a une popularisation et ça semble niveler les choses par la base. Mais ensuite, les gens, ils se posent des questions. Ils se disent... ils séparent le grain de l'ivraie, puis ils finissent par en connaître, avoir un esprit plus critique parce qu'ils connaissent un peu mieux, ils ont plus d'expérience. Je vois une évolution positive du yoga au Québec. Et puis, l'Ayurveda étant beaucoup plus loin dans ces étapes-là, beaucoup plus naissant, encore assez balbutiement, je dirais. Le yoga commence à prendre un peu de maturité. Et maintenant, les gens peuvent se demander aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent développer leur aspect professionnel. Donc, pour moi, le yoga thérapeutique, ça se pratique, en fait, dans ma conception un peu étroite du yoga thérapeutique, c'est un peu quelque chose qu'on fait qui permet de développer aussi la pratique de personne à personne, mais de ce que j'en comprends de notre discussion, ça peut aussi être... ça peut se faire en groupe, ça peut se faire en individuel. Bon, ça ouvre la porte, Bien à sûr. mon avis, individuelle, à la rencontre de personne à personne. Comment est-ce que on peut développer un cadre professionnel en yoga thérapeutique? Et comment est-ce que tes élèves aussi développent ces cadres professionnels? Au niveau des cadres professionnels, je te dirais, ça peut se faire en rencontre privée, cours privé. Et je dirais c'est peut-être la meilleure formule la plupart du temps. Parce qu'il faut avoir le temps, la compréhension de la personne. Et à partir de là, si on se présente comme, d'une certaine manière, professeur du yoga thérapeutique, c'est sûr qu'on se spécialise quelque part. Et ça devrait ressortir comme étant une spécialisation. Parce que on le redit, c'est pas tout le monde en yoga qui va choisir, même si inconsciemment ils le font, ça ne veut pas dire qu'ils vont choisir cette tendance comme étant majeure dans leur enseignement. Donc, au niveau professionnel, c'est de s'annoncer comme spécialiste, yoga thérapeutique, bien sûr, se faire connaître, reconnaître. Je pense que c'est toujours bon aussi de temps en temps de s'associer, si c'est possible, avec des physiothérapeutes ou autres spécialistes du corps qui pourraient nous référer ou que nous, on peut référer nos clients lorsqu'on n'a pas la réponse à tout, bien évidemment. Et à partir de là, développer un réseau. Donc, je pense que le réseau peut être extrêmement important. L'autre chose... Connaître ses limites est importante aussi. Connaître ses limites est très important. Se spécialiser, dire je fais du yoga thérapeutique pour tel type de population. Tout à fait. Moi, ça m'est arrivé. J'ai toujours des contacts, des amis physiothérapeutes, ostéothérapeutes, massothérapeutes. Et quand je vois que ça peut être parallèle, conjoint, ou quand je vois que ma connaissance ne peut pas aller jusque-là, ou peut-être s'il y a connaissance, mais comment je pourrais dire, l'intervention ne peut pas être la même, c'est sûr que c'est toujours bénéfique de dire, tiens, regarde, contacte cette personne que je connais très bien, qui est ostéopathe ou physiothérapeute ou massothérapeute. Donc, il faut reconnaître ses limites parce que dès qu'on est dans le yoga thérapeutique, on est dans quelque chose d'un peu plus spécialisé. Donc, on va, si on est reconnu pour ça, avoir une clientèle qui sera d'une certaine manière dans des particularités que peut-être on n'aura pas l'habitude de traiter aussi. Des fois, il faut se renseigner avant. Des fois, il faut avoir un rendez-vous dans lequel on pose des questions au niveau médical et il faut que la personne ait aussi, d'une certaine manière, besoin de l'autorisation de son médecin, dans certains cas, son médecin traitant. Donc, il ne faut jamais oublier que dès qu'on rentre dans ce yoga thérapeutique, en premier, on va attirer une clientèle avec des affects
physiques, post-opératoires peut-être, ou certains accidents et qui veulent se remettre de leur accident en utilisant le yoga, peut-être parce que leur généraliste leur a dit que c'est peut-être ce qu'ils devraient faire. Donc, à partir de là, avoir une certaine forme de liste de références en parallèle et peut-être faire des liens aussi professionnels avec d'autres personnes, ça peut être très utile. C'est une bonne façon de bâtir une clientèle aussi, de développer des Mhm. collaborations. Des fois aussi, les personnes ils viennent nous voir, ils ont déjà des thérapeutes, donc on est appelé à- je parle souvent de mandats. Genre, je vais prendre certains mandats, on va le laisser à d'autres. Ouais. Parfois, c'est un autre spécialiste qui mène la danse, puis nous, on est un addendum. Parfois, c'est nous qui menons la danse. J'ai l'impression qu'à présent, le yoga thérapeutique, c'est déjà méconnu chez les yogis. Ce l'est encore plus de la population générale. Donc, il va y avoir aussi une forme de promotion. Il y a une médaille à deux faces parce que d'un côté, les gens ne nous connaissent pas, fait que ça ne nous fait pas nécessairement énormément de clientèle. De l'autre côté, c'est un terrain inexploité. Donc, au début, il y a un aspect d'opportunité, de nouveauté, de « Ah, mais et si le yoga pouvait m'apporter quelque chose que je ne vais pas chercher avec mon ostéopathe ou ma physio? » Ouais. Et tout ceci peut devenir complémentaire. Puis, c'est une bonne façon, je reviens sur l'idée pour se faire une clientèle, il faut non pas se mettre tous ensemble, mais bien dans les métiers complémentaires. Donc, c'est Le métier complémentaire. de faire des liens, puis là, ces gens-là vont nous référer, on va les référer. Il y a aussi quelque chose que je veux mentionner que les gens ne savent pas, c'est que, bien souvent, en fait, la plupart ne le savent pas, c'est que cette possibilité de faire du personne à personne ouvre aussi une possibilité étrangement, mais bien heureusement, que certaines personnes qui ont des assurances peuvent se faire rembourser les soins par les compagnies d'assurance via une accréditation en naturothérapie. Ça, c'est quand même une opportunité aussi de s'insérer un peu dans le marché parce que les gens sont près de leurs sous. Certains vont payer ce qu'il faut pour aller voir des spécialistes, quoi qu'il en soit. D'autres qui ont des avantages sociaux dans leur travail vont profiter. Et ça, c'est une ouverture qui semblait fragile il y a quelques années, mais en comprenant la dynamique de l'industrie, je vois que c'est fait pour perdurer parce que là où on entendait parfois, bon, la naturothérapie, c'est un gros sac de toutes sortes de choses, les compagnies d'assurance vont écarter cela, mais en fait non, parce que certaines ne vont pas là, mais beaucoup vont assurer la naturothérapie parce qu'en fait, pour eux, euh, ils vont se baser sur l'intérêt des gens. Quand les gens sont prêts à avoir de l'intérêt pour quelque chose, à dépenser des sous pour quelque chose, eux, ça leur fait un business. Ça leur fait un marché. Ouais. Donc, ils ont un incitatif naturel, les compagnies d'assurance, à couvrir le plus de choses possible pour pouvoir dire « Ah, mon concurrent, lui, n'offre pas la naturothérapie. Choisis-nous, nous offrons la naturothérapie. Et ça t'intéresse, la naturothérapie. » Et ensuite, oui, c'est un sac dans lequel on place toutes sortes de choses. Mais au final, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est dans un monde où, aujourd'hui, comme thérapeute ayurvédique, oui, bon, c'est écrit service en naturopathie sur mon registre d'assurance, mais si c'est la seule reconnaissance officielle que je peux avoir, puis le seul incitatif social à venir me voir que je peux avoir, ben, je vais dire merci, je suis heureux. Ça me fait sourire un peu qu'une compagnie d'assurance bourse sans que j'ai à faire d'artifice, sans que j'ai à me détourner ou à me cacher ou quoi que ce soit. Elle rembourse mes services. Mais les yogis n'ont pas eu encore accès à ça. Ça, c'est un début j'appellerais pas ça une reconnaissance sociale, mais enfin une forme d'insertion dans le système social, alors que, bon, on vit dans un système de santé à deux vitesses. Les gens font des trucs au privé, on paie des taxes, on a un système qui nous offre qu'un type de médecine. En Inde, c'est dans le droit constitutionnel, le droit d'accès à la médecine de son choix. Et ça c'est un modèle que j'émule énormément parce que même en Inde, où évidemment on reconnaît l'Ayurveda et le yoga, mais ils ont reconnu tout en même temps. Ils ont reconnu l'homéopathie, la naturopathie occidentale. Ils ont dit, ben écoutez, on n'est pas raciste, nous. C'est de la médecine naturelle. Oui, on chérit notre médecine d'il y a 5000 ans, mais les gens ont le droit de choisir. Puis la concurrence, on est en confiance de notre médecine. Choisissez ce qui vous fait du bien. C'est un droit humain. Et je ne sais pas exactement, je n'ai pas étudié à quel point ça se traduit dans les rapports d'impôts des Indiens, puis leurs dépenses, puis comment c'est émulé par le gouvernement, mais du moins, c'est protégé
par la Constitution et ça s'exprime dans certains droits de pratique, dans certaines... Donc, cet aspect-là de pouvoir avoir un métier, de faire du... Les professeurs de yoga, je voyais encore un article là-dessus, il y a une difficulté à être bien payé, les centres, ils ne roulent pas sur l'or non plus, on ne veut pas que les cours soient trop chers. Donc, il y a peut-être quelque chose qui peut aider à servir tout le monde, quoi, que les gens reçoivent un service plus personnalisé, qu'ils peuvent pratiquer ensuite à la maison. Tout à fait. Développer une pratique parfois un peu moins fatigante, ça peut devenir assez fatigant aussi d'enseigner à des gros groupes. Ça demande énormément d'énergie. Ah, énormément, c'est sûr. Ouais. En personne, il y a quelque chose de nourrissant aussi, parce que là, on peut se déposer, comprendre l'humain qui est devant nous. Ouais. Donc, il y a cet aspect-là du cadre professionnel aussi que je voulais souligner parce qu'il y a des opportunités à saisir, je pense, pour les gens aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est très bon de le souligner, en effet. Ouais, ouais. Puis souvent, on ignore, même moi, tu sais, on ignore ces possibilités d'intégration au niveau du remboursement des frais de consultation par les assureurs. Donc, ouais. Excellent. Ouais, tout à fait. Tu es trop passionné par ton sujet, tu n'as pas le temps de toujours te tenir au... Ouais. On aimerait que ces considérations-là soient déjà prises en charge. Exactement, que ça nous soit dit, en fait, OK, dans le registre des entreprises ou des... Qu'est-ce que je veux dire? OK, bon, maintenant, enregistrez-vous ici, ça sera plus facile pour le remboursement des assurances pour vos clients. Je suis à la même adresse, mais à un certain point, à force de devenir professeur, puis je transmets la passion d'abord et avant tout, je transmets le sujet d'abord et avant tout, mais moi-même, ayant dû naviguer les eaux troubles de la société moderne, mais bon, j'essaie d'informer les suivants de la bonne manière de prendre le truc. Ouais. Alors, on va devoir compléter cette belle discussion. Peut-être un dernier mot. J'aimerais te donner le mot de la fin pour qu'est-ce que tu souhaiterais, quelque chose que tu aimerais dire aux gens pour dans leur manière d'aborder le yoga thérapeutique ou est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure notre échange? Si vous enseignez le yoga ou le yoga thérapeutique, n'oubliez jamais que chaque personne que vous voyez, qu'elle soit plaisante ou déplaisante dans votre cours, est une personne qui a besoin de recevoir votre attention. Et dans l'attention qu'on donne à cette personne, c'est vraiment d'avoir une profonde réceptivité sur pourquoi est-ce qu'ils sont venus nous voir et de quelle manière ils ont fait l'effort pour venir nous voir. Et en même temps, le temps qu'ils y donnent d'être là avec nous et de pouvoir leur donner véritablement une présence de qualité à travers notre enseignement. Et ça, je pense que jamais on devrait l'oublier. Parce que en tant que professeur, on peut être aussi fatigué, on peut être aussi un peu moins des fois présent. Il y a certaines personnes qui peuvent venir aussi nous chercher, comme on dit, tu sais. Et pour moi, c'est toujours important de me souvenir que cette personne s'est déplacée pour être en contact avec moi, avec le cours et avec l'instant partagé. Et d'y donner cette qualité de réceptivité. Et ça, c'est vraiment la première porte à ouvrir vers le yoga thérapeutique. Wow, je suis pas déçu. J'ai demandé une petite heure de sagesse en terminant et je t'ai mis un peu sur la touche, mais voilà. T'en as toujours une dans ta poche. Merci, Hervé. Merci. Ce n'est qu'un début. Nous nous reverrons pour une autre discussion. Certainement. Merci, Jonathan. Oui, tout à fait. Merci tout le monde. Bye. Namasté.